Mercredi 28 février 2024, des nouvelles de Manon Fiorot, Jamal Hill qui s'est exprimé sur sa blessure et Jorge Masvidal qui va chasser Ned Diaz jusqu'à chez lui à Stockton. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Manon Fiorot dans son combat qui l'attend en main event de l'UFC Atlantic City, je le rappelle, face à Erin Blankfield, elle s'attend à avoir une adversaire assez unidimensionnelle, surtout forte au sol, mais elle s'estime pas moins bonne qu'elle dans le domaine, elle pense même pouvoir la dominer, et forcément elle se donne un avantage en striking. Elle a aussi confié qu'elle voulait combattre tout de suite pour la ceinture, elle l'avait demandé à l'UFC, mais on lui a dit que la championne était blessée, et qu'il fallait donc faire au moins un combat encore avant. Ça sera un combat en 5 rounds, donc c'est bien pour la préparer. Si elle veut accéder à la ceinture, elle combattra forcément en 5 rounds. Et elle a déjà combattu 2 fois avant l'UFC, elle s'est déjà fait 2 fois 5 rounds. Je le savais pas, je l'ai appris dans l'interview, c'est assez intéressant. Ça va pas être un terrain si inconnu que ça pour elle. Et elle espère qu'avec un KO, elle pourrait griller la priorité à Valentina Shevchenko et avoir tout de suite son combat pour le titre. Parce qu'on sait que là-haut, c'est assez incertain. Il y a la championne, il y a Shevchenko, il y aura la gagnante de Blankfield contre Fiorot. Donc forcément, ça va bouchonner un petit peu. Et puis en tant que championne, elle aimerait être une championne très active, défendre sa ceinture plusieurs fois et tenter sa chance à la double ceinture. Donc écoutez, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Le main event de l'UFC 300, lui, fait couler beaucoup d'encre. On le sait, on en a parlé beaucoup avant, beaucoup de spéculations. Maintenant, on sait que ce sera Pereira qui défendra sa ceinture des moins de 93 kg face à Jamal Hill, l'ancien champion qui a laissé la ceinture vacante sur une blessure, excusez-moi. Et on a demandé à Jamal Hill qu'est-ce qu'il craignait le plus chez Pereira. Forcément, il cite son KO power, son agressivité, mais surtout le fait qu'il ait un gros fight IQ qui comprenne le combat. Il le dit, Pereira, il sait ce qui se passe dans un combat, et voilà, il a le feeling, il a l'instinct du combattant, et ça va être très compliqué à gérer. On lui a aussi posé une question, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que comme Pereira s'est fait mettre KO chez les poids moyens et que maintenant il est chez les poids lourds légers, il y a encore plus de risques pour lui que son menton lui fasse défaut. Mais ça, Jamal Hill, il dément, il dit non mais ça c'est n'importe quoi, ok je frappe plus fort qu'Adesanya, forcément je suis plus lourd que lui, mais maintenant ce qui compte c'est de toucher, c'est là où est le gros défi, tout le monde peut frapper fort, mais ce qu'il faut c'est frapper au bon moment, frapper au bon endroit et puis réussir à descendre son adversaire. Donc il estime que ça, c'est pas un argument, maintenant forcément il espère le mettre KO, il s'estime aussi être un combattant beaucoup plus complet que lui, mais pour ça on aura la réponse à l'UFC 300. Et puis, comme je vous le disais, il a laissé sa ceinture vacante suite à une blessure au talon d'Achille. Donc il a expliqué un peu comment ça s'était passé. Et il dit que tout d'abord, pour lui, il pensait s'être tout simplement tordu la cheville, que c'était rien de grave. Mais comme la douleur persistait jour après jour, il a décidé d'aller consulter les médecins. Et là, on lui a dit que c'était une grosse blessure, que c'était le talon d'Achille, que c'était pas anodin. Donc il dit, au début, j'étais dans le déni, je me disais non, c'est pas possible, ça va passer, etc. Mais les médecins l'ont rassuré. Il dit, ouais, j'ai pas longtemps été dans le déni parce que tout de suite, on m'a dit qu'on allait pouvoir me remettre sur pied, etc. On m'a jamais dit que ma carrière était morte. Et puis je savais que j'étais entouré d'une très bonne équipe de médecins. Et enfin, comme vous le savez, il avait gagné la ceinture, Jamal Hill, dans un combat face à Glover Teixeira. Teixeira, c'est un entraîneur, mais surtout un sparring partner. C'est un des mentors d'Alex Pereira en MMA. Donc on lui dit, ouais, est-ce que tu penses que ça peut être un avantage pour Pereira ? Et non, il dit là, ça veut rien dire. Glover Teixeira contre moi, il a rien fait qui a marché. Moi, je peux adapter mon jeu à tout le monde, je progresse constamment. Et donc je pense pas que d'avoir Glover dans son coin, ça va l'aider. Bon, moi personnellement, je pense que quand même il y a des petits indices. Glover peut lui dire attention, dans le clinch, j'ai senti ça, on sait qu'il est très fort au clinch, Jamal Hill, debout, il gère très bien son allonge. Donc moi je pense quand même, je dis pas que c'est grâce à ça que Pereira va gagner et peut gagner, mais c'est quand même un petit avantage pour lui. On a Ali Abdelaziz, le fameux agent de combattant. Alors lui, ce qui est bien, c'est que dès qu'il donne une interview, il représente tellement de combattants à l'UFC et en dehors de l'UFC, et des combattants très bien classés, des champions aussi, qu'on a toujours une vue d'ensemble de ce qui se passe. Et il a commencé avec Kamaru Usman, qui voudrait être main event d'un UFC à Houston, au Texas, chez lui, mais pas contre Paulo Costa. Ali Abdelaziz, personnellement, préférait que Usman redescende chez les poids welter. Il pense qu'il a encore un title run dans les jambes. Alors ça va faire débat forcément, mais il dit c'est sûr et certain, ce sera pas Paulo Costa. Usman voulait vraiment Chimaev en main event, un 5 rounds. Pas sûr que ça se fasse. Il a aussi parlé d'Henri Cerudo qui apparemment était blessé avant son combat contre Merab Dvalishvili. Il dit mais c'est pas du tout une excuse, je veux pas que ce soit pris comme une excuse, Merab c'est un super combattant, je pense qu'il va devenir champion.
Mais voilà, faut savoir que Cerudo était blessé. Et que maintenant Cerudo veut affronter Moreno. La balle est dans le camp de Moreno, mais il dit moi, de par mon expérience, si Cerudo le veut, si Moreno le veut, l'UFC va forcément dire oui. En plus, à la sphère, les deux sont mexicains ou d'origine mexicaine, donc il y a forcément quelque chose à faire. Il représente aussi, je savais pas, Renan Ferreira, qui a gagné son combat ce week-end au PFL. On le sait, ce sera le futur adversaire de Francis Ngannou. Et là, c'est pareil, le PFL a annoncé le combat, Ferreira le veut. Alors, vu que les vidéos sont sorties, la promo, tout ça, moi je pense que c'est déjà plus ou moins signé. Mais il dit maintenant, le seul qui peut bloquer, c'est Francis Ngannou, parce que forcément que Ferreira veut ce combat. Et puis forcément, il pousse son poulain, il dit ouais, vous avez vu la puissance qu'il a. Dans les jambes, il a déjà cassé la jambe d'un adversaire. Avec les poings, il a mis KO Bader ce week-end. Ça va être un combat de dingue, ça va être très compliqué pour Francis Ngannou. Bon bah là, forcément, il nous vend son produit. Il a aussi parlé de Justin Gaethje parce qu'il représente à la fois Justin Gaethje mais aussi Islam Makhachev. On lui dit ouais, tu vois, Justin Gaethje, il était très bien positionné pour un combat pour le titre. Pourquoi il a accepté de défendre sa ceinture BMF? Et il dit que déjà il y a une question d'argent, il va gagner beaucoup d'argent à l'UFC 300. Je suis très content pour lui. Et puis Oliveira va combattre Tsarukyan. Dana White a dit que le vainqueur aurait le droit à son combat contre Makhachev. Mais Ali Abdelaziz, il voit pas les choses de ce style-là et il explique que selon lui, celui qui va être le plus impressionnant, celui qui aura la plus belle victoire, aura sa chance à la ceinture. Et puis il explique aussi que de toute façon, même si c'est Oliveira qui a sa chance à la ceinture, Makhachev, il veut défendre 2 fois sa ceinture cette année minimum. Une fois cet été et une fois à l'automne ou à l'hiver. Donc il dit au pire, Gaethje, il peut attendre, laisser sa chance à Oliveira, lui ne pas combattre, et puis au mois de novembre, pourquoi pas au Madison Square Garden. Moi je pense que ça peut jouer comme ça, combattre le vainqueur de Oliveira, Makhachev. Donc pourquoi pas. Et puis il a eu un mot, ah oui, alors pour Ankalaev, alors là c'est pas forcément rassurant pour lui parce qu'on lui dit alors Ankalaev ça donne quoi? Il est tout proche du titre, qu'est-ce que ça va donner? Il y a des combats à l'UFC 300, on sait qu'il y a Prochaska qui va affronter Rakic. Et il dit bah écoute, ça dépend de ce qui va se passer parce que si c'est Rakic qui gagne, là je pense que ça va l'arranger. Ce qu'il dit Rakic, ça fait plus d'1 an qu'il a pas combattu, donc on peut pas lui donner un combat pour le titre tout de suite. Bon, moi je pense que c'est possible, l'UFC peut faire ce qu'ils veulent. Mais il dit par contre si c'est Prochaska, c'est vrai que ça va être compliqué. Il dit je pense que le temps d'Ankalaev va venir, il sera champion, il va régner longtemps comme les Khabib, comme les Makhachev. Honnêtement, ça pue un peu pour Ankalaev parce qu'il le dit, ok je suis d'accord, je suis pas sûr qu'il le pense. Et puis il a aussi eu un mot pour Bilal Mohamed, et il le dit, Dana White m'a confirmé que le prochain fight de Bilal Mohamed, ce sera pour la ceinture. C'est vrai qu'à l'UFC 300, on a parlé de beaucoup de combats pour cette fameuse ceinture des poids welter, que Mohamed n'a pas été cité, mais il dit ça c'est pas grave, je comprends que l'UFC voulait une grosse affiche pour l'UFC 300 et qu'il voulait pas mettre Mohamed ici. Mais par contre, je suis convaincu que son prochain combat à lui sera pour la ceinture, peu importe si entre-temps il y a une défense de titre ou pas. Donc ça nous donne un bel aperçu de ce qui se passe actuellement dans les différentes catégories. Et autant c'est rassurant pour Bilal Mohamed, autant pour Ankalaev, je l'ai pas vraiment senti sur ce coup-là. Et hier, je vous disais que Ryan Garcia aimerait se tester au MMA et aller affronter Sean O'Malley. Je vous invite à aller écouter l'épisode d'hier hein, pour ceux qui ont loupé. Et bah O'Malley forcément il a sauté sur l'occasion, il lui a dit ouais je vais te tuer en quelques minutes, c'est même pas réel, c'est fou et c'est stupide et c'est délusionnel. Oui c'est vrai que je suis... Ça serait très compliqué, honnêtement, on va reparler dans la minute auditeur, parce qu'il y en a un de vous qui dit quelque chose d'intéressant, mais moi je pense qu'en MMA ce serait très très compliqué pour Garcia, même s'il frappe fort, etc. Ça serait un sacré défi pour lui. Israel Adesanya a confirmé qu'on lui avait demandé d'affronter Dricus du Plessis à l'UFC 300, il avait accepté, et c'est dans le coin de Dricus que ça a coincé. Bon bah après on sait que Dricus avait dit que s'il y avait un événement en Afrique du Sud, Dana White en a reparlé la semaine dernière, il préférait ne pas combattre à l'UFC 300 et combattre en Afrique du Sud. Donc est-ce qu'il y a ça aussi qui pèse dans la balance? Est-ce qu'il voulait pas revenir tout de suite? Il a combattu au mois de janvier. Bon janvier-avril en soi c'est faisable quand même. Je sais pas du tout, mais Israel Adesanya est donc bel et bien de retour. Le week-end dernier, on devait avoir un combat entre Raúl Rosas Jr. et Ricky Turcios. Quelques heures avant le combat, Rosas tombe malade, le combat est annulé. On nous apprend que ça va avoir lieu ce week-end, là, à l'UFC Vegas 87. Malheureusement, ça n'aura pas lieu, je sais pas pourquoi. J'ai juste vu tomber la news, là, 2 médias américains qui le disent. Le combat n'aura pas lieu ce week-end. Est-ce que les deux vont quand même s'affronter dans quelques semaines ou quelques mois? Ou est-ce qu'on va leur changer leurs adversaires? Je sais pas du tout. Mais encore une fois, un combat peut-être maudit. Alors j'étais passé complètement au travers de l'info, le français Yanis Guémouri devait combattre ce week-end, je savais pas du tout, j'avais même pas vu sur la carte, mais apparemment il combattra pas, je sais pas s'il est blessé, s'il est malade, mais du coup on a trouvé un nouvel adversaire pour son adversaire justement.
Ilia Topuria, la belle histoire continue, je savais pas, je pensais qu'il avait la nationalité espagnole, hein, on le sait, il est né de parents géorgiens en Allemagne, il est arrivé en Espagne très jeune, non, il avait pas la nationalité, et là le Premier ministre a dit que voilà, pour le récompenser de tous ses efforts, de ses sacrifices, de sa persévérance, etc., ils allaient lui octroyer la nationalité, donc c'est très bien pour lui. Le week-end dernier, Brian Ortega a remporté son combat contre Yair Rodriguez, on en a parlé hier, et il faut savoir qu'il était blessé à l'arcade 3 semaines avant le combat, il a pris un coup de tête à l'entraînement, et il a eu le droit à 4 points de suture. Il n'a jamais été question d'abandonner le combat, il dit non, c'était tout à fait jouable, mais voilà, il y a la vidéo qui est sortie, la photo aussi, c'était une belle coupure, sur un choc de tête, tout bête, hein. De toute façon ça, on le sait, dans les phases de corps à corps, ça peut aller très vite. On a eu le combat entre Yann Gary et Geoff Neal à l'UFC 298. Donc les deux forcément ont pesé à 170 livres, donc 77 kilos et quelques la veille du combat. Le soir du combat, Yann Gary il était à 80 kilos et Geoff Neal il était à 90, 10 kilos d'écart. Franchement c'est énorme. On sait que ça arrive souvent, mais là Geoff Neal il a repris 13 kilos en 24 heures en gros. C'est toujours très impressionnant. Depuis plusieurs jours, je vous parle d'un retour de Ned Diaz sûrement à la sphère. Masvidal qui veut revenir, qui avait appelé Ned Diaz. Et là, c'est assez drôle, Masvidal, il a mis une photo de lui à Stockton, donc dans la ville de Ned Diaz. Et puis, il a mis en commentaire « Je suis ici, hashtag 209 ». 209, c'est un peu comme on dirait le département chez nous, selon d'où vous venez. Et j'ai trouvé ça assez marrant. Et enfin, on a Mike Perry qui nous explique qu'il connaît déjà le nom de son futur adversaire au Barnacle et que ce sera annoncé très bientôt. Donc voilà, ceux qui rêvaient encore d'un combat de Mike Perry à l'UFC, on sait que ça avait été évoqué. Là, je pense que c'est cuit et c'est peut-être pas plus mal pour lui. Avant de passer à la minute auditeur, si vous pouvez penser à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait très plaisir, ça soutient la chaîne et vous, ça vous coûte 0. Et nous, on passe tout de suite à la minute auditeur. La minute auditeur, je la commence avec Anthony Marco qui me dit « Toujours aussi flou le PFL Bellator, ils ont les fonds et un roster intéressant, ils devraient développer une communication à l'opposé de l'UFC, faire un peu dans le drama tout en proposant des shows de qualité pour brasser de l'UFC fans. » Mais c'est vrai qu'il faut que ça communique le PFL, qu'on comprenne bien, je le dis souvent, ce qui se passe dans la saison, etc. Par contre, le show est très beau, hein. Je l'ai dit le week-end dernier, franchement, ils ont fait un truc propre, ça faisait pas show au rabais, t'aurais presque pu croire que c'était l'UFC parce que tout était très bien fait. Ensuite, tu me dis Garcia dit tout et son inverse, qu'il se concentre en anglaise là où il peut vraiment faire quelque chose. C'est sûr que je le vois pas prendre une ceinture à l'UFC, alors qu'en anglais, c'est quand même un peu plus possible. Tu me dis ensuite, Mike Perry a toujours été couillu et il a raison. Tout le monde sait que l'UFC ne respecte pas ses combattants. Ça, c'est vrai que c'est toujours un débat qui revient régulièrement. Il n'y a eu qu'un McGregor, il est apparu de nulle part, il ne faut pas forcer pour en créer un autre. Volkanovski mérite un vrai repos pour qu'il revienne plus fort physiquement et mentalement. Les gens pensent qu'il est finito, alors que je pense qu'on ne lui a pas laissé le temps pour se reconstruire et se réinventer. Ça, c'est pas faux, hein. Moi, je te dis, franchement, Volkanovski, j'ai peur que voilà, son temps soit passé. Il est plus tout jeune, il a fait beaucoup de combats, il a été très actif. Et peut-être que là, ça a été le coup de trop. Voilà, il n'a pas pris assez de temps et ça va peut-être peser pour la suite de la carrière. Et tu me dis, il en a l'étoffe. Topuria me hype, mais faut qu'il se calme. Je comprends l'engouement derrière Benoît Saint-Denis, mais faut pas enterrer Dustin Poirier. C'est un chien, très bon boxeur en volume. Il défend bien la lutte et est très bon au sol. C'est le combat qui me hype le plus en ce moment. Ça, forcément, le Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et ça annonce une belle guerre. Si tout se passe bien jusqu'ici, s'il n'y a pas de blessure, je l'espère. On a TNSN qui me dit « Certes, c'est peu probable que Garcia vienne en MMA pour l'argent, mais il peut se donner des défis, c'est peut-être quelque chose qu'il veut se prouver. » Et ça, c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais moi je pense qu'il y a des combattants aussi à un moment qui ont envie de se prouver des choses, qui ont envie de se lancer. Garcia, il est déjà blindé d'argent, ça c'est vrai. Maintenant, on sait jamais. On s'est toujours dit oui, c'est l'argent, il fait ça pour l'argent, il fait ça pour le défi sportif. On n'est pas dans sa tête au final, on sait pas. Mais après, en boxe anglaise, comme je te disais, moi je comprends pas trop. Ils ont des contrats avec des promoteurs, avec des organisations. Est-ce que ce serait possible déjà contractuellement? Alors en anglaise, on sait que quand il y a de l'argent, c'est faisable, ils vont y aller. Mais je pense pas que ce soit non plus si simple que ça. Et puis on a Jinkoa d'Autriche qui me dit « Pour les champions du PFL, je serai moins dur que beaucoup, malgré le 5-1 qu'ils se sont mangés, car c'est surtout les détenteurs de ceinture du Bellator qui sont excellents. » Ça c'est vrai, hein. Eblen en middleweight, Nemkov en light heavyweight, Jackson en welterweight, ce sont limite les meilleurs de leur division hors UFC. Et heureusement qu'il n'y avait pas Ousmane Nurmagomedov en lightweight ou encore Pitbull en featherweight booké sur l'event. Même Junior Maki, pourtant pas champion, est monstrueux. Les seuls gars du PFL qui auraient pu rivaliser étaient soit blessés, Pinedo en 66 et Magomed Kerimov en moins de 77, soit à la retraite, Olivier Aubin-Mercier en moins de 70.
Pour Ferreira, c'est bon pour lui qu'il ait vaincu Binder, mais je suis persuadé que si on faisait le duel 10 fois, l'Américain l'emporterait la majorité du temps. Quoi qu'il en soit, le Brésilien devrait toucher le gros chèque face à Ngannou en souhaitant que ça se fasse évidemment. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, le Bellator, il y avait quand même du niveau chez leur champion. Et Eblen, il n'est pas passé loin de la correction, hein, il a été touché. Ça aurait pu basculer ce combat-là. Mais écoute, pour l'instant, on a de nouveaux champions et on verra comment vont évoluer les choses au PFL, au Bellator. Est-ce qu'il y en a qui vont partir du PFL pour aller à l'UFC? On ne sait pas non plus, hein, ça bouge tout le temps, il y a toujours des mouvements. Et puis pour Ferreira, bah forcément, je lui souhaite que le combat se fasse, ne serait-ce que pour sa notoriété. Et ensuite, j'ai LH de Leto qui me dit personne ne va battre Topuria dans les 5 prochaines années. Bah, c'est vrai que là, il est impressionnant. Il est sur une sacrée série. Sa performance d'il y a 15 jours, ça nous a tous bluffés. Maintenant, comme je te dis, attention, rappelons-nous par exemple Cody Garbrandt qui mettait tout le monde KO. Qui arrive face à Dominic Cruz qui sort une performance de malade. Alors, il le met pas KO, mais il fait selon moi un des combats quasiment parfaits, un des combats les plus parfaits que j'ai pu voir à l'UFC. Et puis après, c'est la descente aux enfers. Alors en effet, il n'y a pas le TJ Dillashaw des poids plumes qui peut venir embêter Topuria pour l'instant. Mais attention, parce que les mecs montent vite, les mecs arrivent fort. Tout peut se passer, puis après, ça peut très vite être la descente aux enfers. Écoutez, merci d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. On a fait le tour de l'actu. Et je vous dis à demain, 17h. Passez une bonne soirée, salut.